الزوليت ما سويتنا سرقي أسا ذي باريام يا صدفة وها كينا ثاك ماش سقارن قو مرسم خمقران قباير فرحة ماني كيت زعامن لو موفمون الاستقلال القباير لوتو ديتيرميناسيون دو لانديبوندونس لا كابيلي خصك تسقسيك شي حاجة الساق ملي توكا عندي القباير ملي توكا عندي الريف ملي توكا عندي ثماطنت مزغا وما تنخ فرحات أزول فزاك انا بدا زكون كاع عادي غادي نعقب شي حاجه غادي فرا ومزروي غادي نبدا سي خصنا نكس مزيان خص اون فرونسي كوم فولي كنت خصهم شو غير تاليفيت سي نقش تاليفيت شي حاجه واخا شي حاجه مزيان قبيليت شي حاجه شويه فرانسيس donc c'est quoi la dernière démarche que vous avez effectuée aux Nations Unies à propos de l'autodétermination de la Kabylie, où en est la cause kabyle aujourd'hui? Écoutez, comme vous venez de le dire, le 28 septembre, j'ai été reçu à l'ONU où j'ai déposé un mémorandum pour le droit à l'autodétermination de la Kabylie. En fait, on demande juste qu'il ne soit reconnu en tant que peuple, en tant que Kabyle, le droit de disposer de nous-mêmes. Hein, que l'on réaffirme un principe du droit international qui est le droit à l'autodétermination. Il est confirmé par de nombreux textes universels adoptés par l'ONU, ratifiés par tous les États. Le droit à l'autodétermination est à la base du droit international et de l'existence des pays eux-mêmes. Voilà. Donc cette démarche a été effectuée et je sors ces jours-ci un livre qui s'appelle Kabylie, le mémorandum pour l'indépendance. Voilà. Sur le terrain, la Kabylie est majoritairement indépendantiste. Ces militants sont réprimés, l'indépendantisme est réprimé en Algérie, mais il n'a pas la répression qui s'abat sur la Kabylie de par la densité de la revendication. Le pouvoir ne peut pas se permettre d'aller plus loin que des interpellations pour le moment. Donc on arrête nos militants le matin, on les garde jusqu'au soir, on les libère. C'est apparemment la démarche qui a été adoptée jusqu'à présent, sachant que des organisations internationales des droits de l'homme regardent de très près tout ce qui se passe là-bas et nous les tenons informés de ce qui se passe. Ce qui est une forme de protection pour nos militants. La Kabylie veut se battre pacifiquement pour son autodétermination. Elle ne prendra pas les armes, elle rejette la violence, elle veut se battre politiquement. En termes d'idées, nous mettons au défi toute l'intelligentsia du régime algérien pour nous affronter sur le terrain des idées. Mais sur le plan du terrain de la violence, nous n'irons jamais dans ce piège et nous ne tomberons jamais sous le coup de la réprobation internationale en la matière. Nous sommes pacifiques, nous le resterons. C'est d'ailleurs le slogan qui saute aux yeux dans le mouvement Rifin actuel, donc après l'assassinat de Mohsin Fikri. Le 28 octobre 2016, ça fait bientôt un an. Et il y a aujourd'hui à Casablanca donc, le procès de ces militants du mouvement Rifin. À leur tête, bien sûr, le leader de la révolte, Nasser Zbzafi, qui est devenu une icône du mouvement, mais à l'échelle internationale ici. Et justement, il revendique des revendications socio-économiques, mais pacifiquement. Sauf que dans l'accusation, c'est le séparatisme et l'autodétermination, etc. Comment vous voyez je pense ce qui se passe dans le Rif? Ce qui se passe dans le Rif m'afflige personnellement. J'ai toujours
dit et répété que la répression ne règle jamais des problèmes politiques et qu'il vaut mieux trouver des solutions politiques aux problèmes politiques plutôt que de chercher à réprimer. Je condamne la violence, je condamne la répression. Pour autant, les revendications qui ont été avancées jusqu'à présent me paraissent légitimes dans la mesure où on revendique des hôpitaux, des écoles, des infrastructures pour le développement local. Je trouve ces revendications comme étant complètement légitimes. L'accusation, si ce que vous dites est vrai, parce que je ne connais pas l'acte d'accusation, si l'acte d'accusation, si, c'est vrai, j'ai suivi la question. Si l'acte d'accusation est basé sur le séparatisme, je dirais que c'est une faute politique du Makhzen. Parce qu'à force d'accuser les autres de séparatisme, en fait, on les canalise vers cette issue-là. Or, moi, je suis de ceux qui tiennent à ce que le Maroc soit plutôt des provinces autonomes, mais unies par le roi. Et je pense que chacune des régions du Maroc tirera un grand bénéfice pour elle-même et pour ses enfants à être dans le Maroc. On mutualise ses moyens pour mieux se développer. Tu viens de parler du roi et du Maroc. On entend et on lit dans une certaine presse que, par exemple, Farhat Mehni, le mouvement de l'indépendance de la Kabylie, il a un soutien du Maroc. Et là, je veux que vous mettiez un point sur les i sur cette question. Surtout, par exemple, on voit que comment le Maroc va soutenir l'indépendance et l'autonomie de la Kabylie et il accuse les rifins du séparatisme. On ne peut pas, le royaume du Maroc ne peut pas soutenir le droit à l'indépendance de la Kabylie, ou du moins le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, sans regarder à plusieurs reprises derrière lui. Le Maroc a émis, suite à une altercation entre le représentant marocain et le représentant algérien aux Nations Unies sur l'affaire du Sahara, le Maroc, en 2015, avait demandé à ce qu'il y ait examen de la question du droit du peuple kabyle à son autodétermination. Et c'est vrai que nous avons applaudi chaleureusement la position du royaume. Mais entre-temps, le royaume n'a fait aucun geste à notre égard. Il n'a jamais soutenu une quelconque démarche de notre part. Je viens de revenir de New York où j'ai déposé le mémorandum. J'aurais aimé qu'il y ait un coup de pouce de la part du représentant marocain. Non, je n'ai eu strictement rien en termes de soutien de ce type. Ceci dit, le MAC et la NAVAD veulent bien qu'il y ait une attitude au moins de neutralité de la part du royaume. Ce sont nos voisins, nous ne souhaitons pas qu'il y ait des troubles chez eux, nous souhaiterions qu'ils vivent dans le respect de l'ensemble des identités qui y vivent et qu'ils tendent la main à un peuple comme la Kabylie qui pourra bien sûr apporter par son état, son édification, son avènement sur la scène internationale, beaucoup de stabilité, de prospérité à l'ensemble du Nord-Africain. La Kabylie est une chance pour l'Afrique du Nord. J'espère que le Maroc le comprendra. Merci. Revenons à la question d'Afrique du Nord. Bien sûr, on fait partie de la Méditerranée. Il y a la Catalogne qui vient de prononcer son indépendance.
après un référendum, il y a le Maroc, par exemple, qui propose l'autodétermination, pas l'autodétermination, mais l'autonomie, voilà. L'autonomie pour le Sahara, mais pas pour les autres régions du Maroc, pour le Rif par exemple. Je ne pense pas que le Maroc puisse proposer une autonomie pour une région et ne pas l'étendre à d'autres. Ça doit être un système global pour l'ensemble du pays. Mais c'est ce qu'il fait en réalité. Ça viendra. Je pense qu'il y a beaucoup de voix qui se sont déjà élevées au sein du Maroc même, pour que le droit du Sahara à une autonomie soit étendu à d'autres provinces. Et je pense que le salut du Maroc est là-bas. La solution pour le Maroc réside dans les autonomies des provinces. Voilà. Concernant la Catalogne, ajoutons l'Écosse, ajoutons les Kurdes, ajoutons la Lombardie, la Vénétie en Italie. Finalement, ce n'est pas un phénomène de conjoncture, c'est une lame de fond de l'ensemble des peuples privés de leurs droits qui est actuellement en cause et ça va continuer. C'est-à-dire que ce droit-là va réparer les injustices générées par l'histoire en général et par la colonisation en particulier. Comment vous êtes passé des revendications de l'autonomie pour la Kabylie à l'autodétermination et l'indépendance de la Kabylie? Nous sommes passés de l'autonomie à l'autodétermination par expérience et par mûrissement du combat lui-même. Quand nous avons revendiqué une autonomie, c'était juste pour reconstituer la conscience nationale kabyle, la reconstruire. Une fois que cette conscience étant suffisamment sur pied, étant suffisamment réalisée, mûre, nous sommes passés au droit à l'autodétermination parce que la Kabylie n'est pas de nature à être assimilée dans un ensemble quel qu'il soit. Il a une trop forte personnalité et puis si un jour il doit se fédérer à d'autres, il le fera en fonction de ses intérêts et non pas sur la base d'une contrainte physique ou militaire de qui que ce soit. Nous sommes au siècle de la raison, nous sommes au siècle de la démocratie et de la liberté. Nous ne pensons pas que quelqu'un puisse nous dicter ce que nous devons être. Comment vous voyez l'avenir des régions amazighes en Afrique du Nord? On sait que, par exemple, il y avait cette question de l'Azawad, donc qui voulait l'indépendance, mais la France qui a intervenu pour soutenir le Mali. On voit maintenant que la France intervient pour soutenir le roi du Maroc. Je n'ai pas vu ça, mais j'ai vu effectivement l'intervention en Azawad, je l'ai vu, hein. Il n'y a pas de problème. Et c'était en concertation et en collaboration même, en coopération avec l'Algérie. C'est l'Algérie qui a fourni les hommes et les moyens pour réduire l'indépendance de l'Azawad. Pour moi, l'avenir des régions, d'abord, j'ai la vision de M. Sem Chaker qui dit que l'arabisme est mort. L'histoire a sonné le glas du panarabisme et de l'arabo-islamisme globalement en Afrique du Nord. Donc l'avenir est à la berbérité et à la mazérité. Et ce ne sera que justice pour tous ces ensembles-là. Pour autant, il ne faut pas occulter non plus les différences linguistiques qu'il y a au sein des Amazirs. Certes, nous sommes tous d'origine amazigh, mais l'origine ne constitue pas une nation. Vous voyez les Latins, tous les peuples latins qu'il y a, ils sont plusieurs pays. Vous voyez les Arabes, ils sont plusieurs pays arabes. Et vous voyez aussi les Slaves, les Germaniques ou les Anglo-Saxons, il y en a tellement. On peut tout à fait avoir une même origine et avoir des entités, des États complètement distincts.
Donc cela ne présage en rien ou ne condamne pas la solidarité et le rapprochement entre les peuples. Voilà, d'abord, de même origine, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais ces rapprochements se feront désormais sur la base de valeurs et sur la base d'intérêts. Vous venez de comparer avant de commencer l'interview donc ce qui se passe actuellement dans le Rif, cette révolte rifaine qui a commencé après l'assassinat de Mohsin Fikri dans une benne à ordures. Vous venez de le comparer à ce qui s'est passé en Kabylie en 1980. Comment vous regardez cette question et l'avenir de ce mouvement? Est-ce qu'il va se transformer, puisque maintenant le Maroc dit que ce sont des séparatistes, donc est-ce qu'il va se transformer à un mouvement d'autonomie ou d'autodétermination comme c'est le cas en Kabylie et en Catalogne? Écoutez, ça c'est une discussion que nous avons eue en privé. Donc les gens qui vont écouter cette interview ne connaissent pas ce que nous avons dit. Voilà, oui, c'est pour ça que c'est-à-dire que j'ai comparé l'actuelle révolte rifaine qui vient de se passer à ce qui s'était passé en Kabylie en 1980. C'est une première phase de prise de conscience d'une existence, d'une identité. Voilà. Je ne peux pas présager de son avenir, je ne connais pas de l'intérieur le Hirak ou quoi que ce soit. Donc, sincèrement, je ne peux pas m'avancer quant à son évolution. Si je rencontre davantage de monde et que je sache les différences d'opinion, différences d'orientation des uns et des autres, je pourrais me prononcer. Mais pour le moment, voilà, je regarde de loin et j'essaie personnellement de tirer des conclusions pour l'universalité, pas seulement pour le Rif, pas seulement pour la Kabylie. J'essaie de tirer en termes de réflexion des conclusions et des idées pour l'avenir de l'humanité en général. Je ne crois pas que l'humanité puisse en être une tant qu'il y a un seul peuple au monde qui ne soit pas libre de décider pour lui-même. Est-ce que le gouvernement algérien vous diabolise aussi, comme il diabolise, comme le Maroc diabolise maintenant le mouvement rifin et essaye de le criminaliser? Par exemple, il parle de séparatisme au lieu de parler de l'autonomie et de l'autodétermination qui sont bien sûr des droits internationaux. Mais qui n'ont pas été là où il y a eu faute de la part du royaume ou de l'accusation ou de la justice marocaine, c'est d'accuser, de faire des actes d'accusation, des motifs d'accusation qui n'ont pas de réalité sur le terrain. De tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai entendu, à aucun moment il ne m'est apparu que le Rif demandait son indépendance ou quoi que ce soit. Non, bien sûr, parce qu'il y a une charte. Il y a une charte. Il y a une charte de revendication. Un certain nombre de droits sociaux notamment, qui sont tout à fait légitimes et que je soutiens. D'accord. نوغال شويه ندوز شويه فرحات مهني مي l'artiste le chanteur ما عاد تقص شي تزوري تعاد شي موسيقى نخلع. J'ai sorti un CD, j'ai publié un CD en 2014-2015, ouais, à Ouel Mousselouaï, Liberté pour la Kabylie, qui s'appelle, Filélie et Fqbaïli. Et il a très bien marché, continue de marcher d'ailleurs en Kabylie. Il y a, ces derniers temps, je ne fais plus de gala, je ne monte pas sur scène, parce que mes fonctions présidentielles, je dois les préserver. Hein. La fonction est à préserver de toute atteinte en général. Et donc je me suis mis à développer, à ouvrir un nouveau chantier culturel, c'est de faire accéder
la nation kabyle au rang de nation mélomane, de faire de la musique classique sur la base de nos sensibilités et de nos vibrations internes à nous-mêmes en tant que Kabyles. Voilà, c'est le prochain CD qui va paraître probablement l'année prochaine, accompagné d'un livre aussi pour expliquer la démarche. Ah d'accord, merci. Est-ce que vous connaissez des artistes rifains? Vous avez des relations avec des artistes rifains? Comment vous voyez la musique rifaine? J'ai connu Walid Nimoun, j'ai connu un jeune chanteur qui est venu chanter à Berber TV. Khalid Izri peut-être. Voilà. Louis Senao. Ah, ok. Hassan Sawad Aslam. مرحبا سلامي. Merci Farhat Mani pour cet entretien et voilà, je vous souhaite bonne continuation et jusqu'à l'indépendance de la Kabylie et les autres régions. Merci.